Déjà, pardon, excusez-moi. Pour qu'il y ait dialogue, comme son nom l'indique, il faut être deux. Déjà. Alors, le problème, c'est que dans la plupart des entreprises, notamment les PME, il y a un patron et puis des salariés, mais il n'y a pas de représentants du personnel. Ce qui peut être problématique, puisque c'est ces IRP qui peuvent faire remonter les problèmes rencontrés, les réclamations individuelles et les réclamations collectives ou catégorielles du personnel. Mais si vous permettez, je parlerai un petit peu quand même des outils juridiques dont disposent les partenaires sociaux, les salariés également, bien entendu, sachant que malheureusement, c'est la loi, pèse sur les entreprises quand même une obligation, l'obligation d'évaluation des risques professionnels. Et parmi cette évaluation des risques professionnels doit être intégré et incorporé, bien entendu, les risques ambiants qui intègrent les risques psychosociaux. Sachant que le non-respect de cette obligation, judiciairement, peut être sanctionné, bien entendu. Mis à part cette obligation, ils peuvent s'appuyer, si l'entreprise a des représentants du personnel, sur eux, puisque le CHSCT a déjà un rôle d'alerte et même d'expertise, de demande d'expertise, si jamais il s'aperçoit que les facteurs ambiants dans l'entreprise sont déplorables. Expertise qui est à la charge, bien entendu, de l'entreprise et qui est restituée aussi bien au niveau des membres de ce CHSCT que de la direction, avec une possibilité d'ouverture aux partenaires extérieurs. Il y a également le rôle des délégués du personnel, en sus ou à défaut de CHSCT, qui peuvent, lorsqu'il y a une restriction des libertés, au sens très large, alerter l'employeur de manière à ce qu'il soit procédé à une enquête commune entre les deux. Et s'il y a divergence sur le résultat de cette enquête, possibilité pour le délégué du personnel, s'il a l'accord du salarié qui subit cette restriction, d'aller devant le Conseil des prud'hommes statuant référé pour faire reconnaître si oui ou non il y a cette restriction est avérée. Je crois, je parle sous le contrôle de cette ex-conseillère prud'homale, je crois qu'il y a eu un cas sur le Conseil des prud'hommes de Bayonne. Ensuite, il y a d'autres éléments juridiques basiques et civilistes qui sont très simples et, à mon avis, essentiels pour de bonnes relations sociales. Je ne parle plus de dialogue, mais de relations sociales. C'est d'une part un des textes où je ne connais plus les nouveaux articles du Code, je suis trop vieux pour m'en souvenir. C'est le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, on doit faire en sorte que ces relations contractuelles soient bonnes. Et un deuxième article, qui est très simple aussi, nul ne peut restreindre les libertés individuelles ou collectives sauf si ces restrictions sont justifiées par le but à accomplir et proportionnées au but recherché. C'est les deux points. À partir de là, on a déjà les outils qui cadrent un peu les relations qui doivent exister dans l'entreprise. Mais il y a d'autres outils qui peuvent vous aider, vous appuyer. C'est que vous avez deux accords interprofessionnels, un sur le stress et l'autre sur la violence au travail. Il vous appartiendra de les consulter, de les lire et bien entendu de les appliquer. Enfin, il y a des indicateurs INSEE qui ont été repris, qui permettent de vérifier l'état de santé mentale de vos salariés dans l'entreprise ou des salariés de l'entreprise. Et enfin, il ne faut pas oublier les études de la RAT, de la NAT et de la RAT, Aquitaine, où ont été intégrés des psychologues, des membres de la RAT, des médecins du travail et des membres de l'inspection du travail, qui ont créé un fascicule il y a à peu près 6 à 10 ans, qui permet d'évaluer les risques psychosociaux dans leur ensemble, en déclinant la méthode du ministère du Travail sur l'évaluation des risques professionnels. Alors, bon, tout ça, c'est un beau discours, vous allez me dire, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, il faut se méfier parce que les indicateurs sont parfois trompeurs. Dans ma longue carrière, hélas,
que je suis vieux maintenant, j'ai rencontré un conflit, un mal-être persistant avec l'existence de clans, pour être clair, les syndiqués et les non-syndiqués. Et on a fait intervenir dans un premier temps la RAC et ensuite un consultant. Et il s'est avéré que le taux d'absentéisme était faible, très faible, alors que l'ambiance n'était pas des plus sereines. Et puis, dans la pratique, ce qu'on constate également, c'est la différence qui peut exister selon la taille de l'entreprise. Théoriquement, plus l'entreprise est grande, plus il y a respect, si vous voulez, des obligations en termes d'IRP, et plus, normalement, le dialogue social peut exister, avec tous les avatars que cela peut provoquer, hein, bien entendu. Et puis les petites entreprises ou les moyennes entreprises, où là, c'est un peu plus difficile d'avoir des représentants du personnel. Et là, tout dépend en fait du comportement de l'employeur, en particulier. C'est-à-dire, si l'employeur s'estime un employeur de droit divin, il est évident que l'ambiance et les risques psychosociaux ne vont pas être très bons. S'il est humaniste et respectueux donc, des principes que j'ai dictés tout à l'heure, ça peut se passer à peu près correctement. Mais il y a également une différence par secteur, à mon sens. Dans le secteur du commerce, il m'est arrivé également de rencontrer des politiques managériales qui sont à la limite, hein, puisque j'ai dû, dans une même entreprise, relever à 2 ans d'intervalle, c'est-à-dire en 2 ans suivants, un PV de harcèlement moral vis-à-vis du même chef de secteur à l'encontre d'autres de ses chefs de rayon, successivement. Alors, dans la distribution, pour être clair, c'est vrai que les directions générales demandent un petit peu au personnel, du cadre directeur d'établissement jusqu'à l'opérateur, de s'identifier un petit peu à la politique commerciale de l'établissement. Et ça, c'est pas vraiment forcément très bon. Dans les services, notamment dans la santé, les risques psychosociaux sont évidents pour, à mon avis, 3 raisons. D'une part, ils ont à gérer les pénuries financières pour le secteur qui est financé donc par l'État directement ou indirectement, ou les collectivités locales territoriales. Il y a toujours, étant donné qu'il y a un travail avec des résidents qui ne sont pas forcément en excellente santé, il y a un mal-être, et ce mal-être lié à cette gestion de la pénurie peut provoquer des risques psychosociaux qui sont parfois difficiles de résoudre. Et puis dans le secteur industriel, c'est là où j'ai trouvé en fait que la représentativité syndicale était la plus forte et disons la plus cohérente par rapport à ce qu'on peut rencontrer. Et j'ai assisté à des dialogues sociaux intéressants. Pour vous donner des exemples de situations qui m'ont marqué quand même, mis à part celle que j'ai évoquée tout à l'heure, j'ai dû intervenir une fois dans une entreprise. Cette fois, c'était pas les risques psychosociaux étaient engendrés par une opposition systématique entre 2 organisations syndicales que je ne nommerai pas. C'en était arrivé à crever les pneus des voitures, menace de mort d'une section à l'autre. Et j'ai reçu les sections syndicales en question. Vous voyez de qui il s'agit? Moi, je connais pas. Donc, il y a une section qui était là. Et puis, en fait, j'ai dû intervenir en CHSCT d'une manière solennelle pour rappeler ce qu'il en était. Je pense que ça s'est estompé un peu par la suite, mais c'était quand même un cas délicat. C'est une deuxième situation que j'ai rencontrée sur un conflit collectif, mais qui montre aussi d'un groupe industriel cette fois, où la direction locale était de bonne foi, mais ne faisait qu'appliquer en fait les directives du groupe dans le cadre des négociations sur le passage aux 35 heures. Donc c'est pas récent, mais ça m'a marqué quand même. Dans la mesure où le négociateur venant du groupe central faisait des propositions refusées par la direction, par les syndicats, pardon, et à chaque fois qu'il y avait refus, les nouvelles propositions de la direction étaient de plus en plus basses. Ça a duré, le conflit a duré 3 mois. Le troisième refus,
les deux organisations syndicales sont venues me voir en me demandant d'intervenir parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire, en fait, ils ne savaient plus quoi faire vis-à-vis notamment de leurs adhérents. Parce qu'à chaque fois, il y avait un vote. Est-ce qu'on reprend le travail ou est-ce qu'on continue? Et en fait, les votes donnaient on continue la lutte. Et ils savaient parfaitement qu'ils allaient vers un mur. Et j'ai peut-être outrepassé mes prérogatives, mais mon voisin de droite ne dira rien au ministère. Ils m'ont demandé d'intervenir dans les AG. Et comme c'était une entreprise où il y avait des équipes de matin et des équipes de soir, je suis intervenu dans les AG pour leur expliquer qu'il y avait quand même un point positif, puisqu'ils avaient obtenu une seule chose sur les 3 réclamés par les organisations syndicales. Alors, j'ai un cas encore pire, où là pourrait intervenir éventuellement le réseau de mon collègue. C'est un cas où, en fait, je refuse d'aller au CHSCT, puisque la direction est prise à partie par l'organisation syndicale majoritaire, et que bon, le CHSCT dure toute la journée, mais qu'il y a un clivage impossible à résoudre, et chacun repart avec ses positions initiales. Un autre risque psychosocial qui est décelé, le médecin du travail en parlait tout à l'heure, c'est effectivement non seulement les méthodes de management, mais c'est le demande de productivité de plus en plus soutenue, demandée. Il y a une entreprise où en fait la direction a souhaité et a mis en place, malgré la volonté du CHSCT et des opérateurs, le Lean Manufacturing. Alors pour vous situer un petit peu, c'est la méthode Toyota. C'est-à-dire on raccourcit les temps aussi bien en termes de distance que en termes d'ergonomie. Et la direction de l'entreprise a senti qu'il y avait quand même un problème. La personne, enfin le cabinet de consultants qui a voulu mettre en place, qui a été chargé de mettre en place le Lean Manufacturing, a été chargé également de faire procéder une étude ergonomique. Mais le CHSCT, lui, de son côté, a estimé que c'était un peu flou, et la méfiance régnant, puisque c'était la même personne qui mettait à la fois l'aspect ergonomique et le Lean Manufacturing, a demandé une expertise qui a été rendue il y a peu de temps, et pour lequel il y a une mise à plat entre les deux consultants, ce qui pose un problème. Faire intervenir 2 consultants sur le même sujet, c'est très délicat. Ensuite, une autre cause de risque psychosocial, c'est l'erreur de casting. L'erreur de casting, j'ai une boîte, je ne peux pas nommer l'activité, parce que là, il n'y en a qu'une dans le coin, où ils ont voulu démarrer très vite pour avoir les subventions et le financement, et ils ont embauché n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est pas méchant, c'est simplement leur curriculum vitae, leur pratique ou leurs compétences ne correspondaient pas à ce qu'on allait leur demander. Et par voie de conséquence, ils avaient des pensionnaires dans cet établissement, c'est les pensionnaires qui ont pris le pouvoir. C'est assez fort. Et puis, j'ai eu une autre entreprise où, en fait, je l'ai dit à l'employeur, mais il n'a jamais tenu compte de ce que je lui disais parce que ce n'était pas ma compétence, mais on peut parler librement quand même. Je lui ai dit, tant que vous aurez un encadrement suffisant, tant que vos représentants du personnel ne seront pas pris en considération, vous n'aurez aucune remontée de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et j'ai eu raison, malheureusement. Voilà, bon, c'est tout ce que je pouvais vous dire, mais j'étais déjà assez long. Je tiens à signaler quand même que dans la salle, il y a un représentant de la CARSAT. Si l'intéressé veut prendre la parole, ce serait avec plaisir. Oui, on ne lui a pas proposé de venir à la table. Ah, pardon, excusez-moi. Comme le mois dernier, on avait fait une conférence annulée par la CARSAT directement. Je suis désolé d'être intervenu. Alors, juste pour revenir sur ce que vous dites, bien reformuler pour
ingrédients de la bonne recette du dialogue social. Donc il faut déjà être au moins 2 pour Ça, c'est instaurer le évident. dialogue social. La palissade. Il faut que les personnes aient donc vraiment envie de dialoguer et surtout qu'il y ait des représentants du personnel et des représentants syndicaux. Et dans le monde idéal, que ces représentants soient d'accord, qu'il n'y ait donc pas déjà de conflit à l'intérieur entre les syndicats. C'est bien cela. Je me permets d'ajouter quelque chose que j'ai oublié. C'est vrai que depuis la loi sur la représentativité syndicale, les risques de conflit surviennent notamment avant chaque élection. Oui, Chacun faisant de la surenchère. D'accord. Mais en fait, l'intérêt de ces représentants, c'est la circulation de l'information, c'est-à-dire la remontée de l'information au niveau, évidemment, des dirigeants qui vont pouvoir à ce moment-là intervenir et entendre les besoins des salariés. Et une bonne communication descendante aussi. Une bonne communication ascendante. Descendante. Oui, la notion de circularité. Tout à fait. Oui. Florence Sanson, Famille, je suis membre du SLA et représentant de la commission de la politique. J'aurais une question à vous poser. Ici, le territoire est constitué 93% de TPE. On parle qu'il faut être à 2 pour négocier, qu'il faut des représentants du personnel. Et comment on fait quid quand il n'y a pas de représentants personnels, puisque le nombre d'effectifs fait que la loi ne l'oblige pas. On fait comment quand il y a des risques comme ça qui se présentent? On est quand même un territoire à 93%. J'ai pas de solution miracle, mis à part les délégués de site pour le moment. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas gagné. Oui. Michel Perron nous en a parlé ce matin. Qu'est-ce que l'appui au dialogue social fait lorsqu'il n'y a pas de représentant du personnel dans des petites structures? Mais c'est notre sauce à nous, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a le fameux accord là, qui a été signé sur le dialogue social dans l'artisanat. Je pense que ça doit peut-être fonctionner. Et je pense qu'on va en parler un second Oui, temps. Voilà, on va en parler effectivement. Mais enfin, dans ce que ce matin Michel Perron nous disait, c'est que finalement vous pouvez intervenir dans des entreprises s'il n'y a pas de représentant et qu'il n'y a pas le fameux seuil, et intervenir quand même. En fait, ça n'empêche pas de dialoguer. Non, bien sûr. Dans le dialogue social en tout cas. Ce n'est pas un critère obligatoire. Merci. Alors, monsieur Lafontaine, pour le MEDEF, est-ce que le dialogue social est réellement utile à la prévention des risques psychosociaux? Alors, je vais répondre clairement à votre question. Bon, le gouvernement précédent, sous le Premier ministre, M. Fillon, avait essayé de passer une loi obligeant les TPE à instaurer un dialogue social dans leur entreprise. Donc, il est évident qu'une TPE, c'est quand même, comme le soulignait Madame, un nombre d'effectifs réduit. Déjà, amener une contrainte supplémentaire à un chef d'entreprise qui fait énormément, qui travaille énormément, c'était pas du tout possible. Donc, bon, le MEDEF s'est complètement opposé à ce projet de loi, et ce projet de loi, bon, bien sûr, n'a pas abouti. Mais il n'y avait pas que le MEDEF qui était contre l'instauration de ce dialogue social dans les entreprises. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a des petites entreprises constituées de 2, 3, 4, 5, 6 salariés. Il y a des entreprises un peu plus importantes, au-delà de 10 salariés, inférieures à 20 salariés. Il y a des entreprises au-delà de 20 salariés, en dessous de 50 salariés. Je crois que je suis d'accord avec ce que disait M. Boulay, et pourtant on s'est affronté sur certains sujets. Il faut être 2 pour instaurer un dialogue social. À partir du moment où on a un chef d'entreprise qui est, je dirais, intelligent et qui voit l'intérêt de son entreprise, je crois que le dialogue social s'instaure naturellement. Déjà, bon, au niveau de certaines entreprises, toutes ne le font pas, bon, il y a les entretiens individuels, annuels, qui permettent eh bien, d'avoir un petit peu le ressenti de ces salariés à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça se fait naturellement dans l'entreprise. Si ça ne se fait pas, ou c'est du ressort du chef d'entreprise, ou effectivement cet entrepreneur n'a pas forcément les connaissances requises pour instaurer ce type d'entretien individuel. En ce qui concerne les risques psychosociaux que vous avez évoqués, il y a une chose, bon moi je n'étais pas là ce matin, il y a une chose, j'ai pas entendu
le mot sortir de la bouche de nos intervenants. Le sport, moi il me semble, le sport dans l'entreprise est certainement un moyen de faire baisser les tensions sociales à l'intérieur des entreprises. Parce qu'il faut savoir que, certes, il y a toute la chaîne qui est concernée. Bon, tout le monde est stressé, comme le soulignait madame. Les acteurs de l'entreprise sont stressés, mais je peux vous dire que les chefs d'entreprise, ils sont tout aussi stressés et certainement beaucoup plus stressés. Et je pense que le sport, à l'intérieur de l'entreprise, la pratique du sport, alors sport individuel, sport collectif, il y a une réflexion à avoir, c'est certainement l'un des moyens pour faire baisser cette tension dans les entreprises. Enfin, moi, je sais que j'ai une réflexion personnelle à ce niveau-là et que j'espère faire aboutir un projet, je dirais, à moyen terme. Ça, c'est un problème. Il n'a pas été évoqué. Nous, au MEDEF, on y réfléchit. Et c'est également un moyen de faire communiquer les gens, d'éviter les clans. Le sport est très réunificateur. Vous prenez des sports collectifs, vous avez différentes catégories socio-professionnelles qui peuvent pratiquer ce sport et c'est très bon pour la santé de l'entreprise et pour la santé de ses acteurs. D'accord. Donc en fait, vous allez nous faire l'appui au nouveau DS, ça ne sera plus le dialogue social, mais le dialogue sportif. Moi, je pense que c'est un élément important. D'abord, la pratique du sport, elle est bonne pour la santé physique. Regardez autour de vous, et la santé mentale. Voilà. Donc, il y a une réflexion à avoir dans ce domaine, et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie totalement dans le débat. Bien, merci. Est-ce que d'après vous, et au MEDEF, il y a d'autres moyens de prévention des risques psychosociaux autres que le dialogue social et le dialogue sportif? En tout cas, ces deux moyens, il faut les mettre en pratique et les choses iront beaucoup mieux. Après, il faut savoir aussi que d'année en année, bon, moi ça fait 35 ans que je suis entrepreneur, d'année en année, la marge des entreprises ne cesse de s'éroder. Et donc, il faut savoir aussi, bon, c'est bien joli de mettre tout sur les patrons, tout sur l'entreprise, le stress, les soucis, les machins, les trucs. Et je crois que l'État est le premier responsable. L'État est le premier responsable parce que nous sommes accablés de charges. Ces charges ne cessent d'augmenter d'année en année. Des charges idiotes. Je vais vous en citer une. L'IFA. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'IFA? L'IFA, c'est l'impôt forfaitaire annuel. C'est-à-dire une entreprise qui est soumise à l'IFA, même si elle perd de l'argent, elle doit acquitter cet IFA. La taxe professionnelle, on nous a dit on a supprimé la taxe professionnelle. Alors, dans un sens, ça a été bénéfique pour certaines entreprises, dans l'autre, ça a été néfaste. Je sais de quoi je parle. Et ensuite, vous avez toutes ces charges qui sont anodines et qui se rajoutent d'année en année. Je vais parler par exemple de la TLPE. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la TLPE? Alors la TLPE, c'est la taxe locale sur les publicités extérieures. Sur les enseignes. Sur les publicités extérieures. Eh bien, cette taxe locale, elle était, on va dire, appliquée ou pas du tout appliquée. Et aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que pour tout ce qui concerne nos municipalités, eh bien, elles ont besoin d'argent. Donc aujourd'hui, elles mettent progressivement en application cette taxe. Et cette taxe, elle peut représenter beaucoup d'argent pour une PME, une petite PME. Tout ça, les gens ne le savent pas. Personne n'en parle. Et je crois que les problèmes que nous vivons, que ce soit les entrepreneurs, les entreprises et les acteurs de l'entreprise, les salariés, l'État a une énorme part de responsabilité. L'État, je dis, qu'il soit dirigé par la gauche, qu'il soit dirigé par la droite. Moi, je suis totalement apolitique.
demain, on va voir, moi je vois venir des choses, je les devine, je les soupçonne, où il va y avoir, je dirais, beaucoup plus de problèmes dans les entreprises liés à des avantages qui existaient, qui ont été mis en place et qui vont être supprimés, et liés à des augmentations de charges, tant pour les entreprises que pour les salariés. Le problème, il ne vient pas que, je dirais, du chef d'entreprise. Il y a d'autres acteurs qui en ont une grande part de responsabilité. Et il ne faut pas les mettre sous silence. D'accord, donc ça rejoint en fait ce que Madame Lo a dit concernant la complexité, le contexte économique, le contexte politique aussi dans lequel finalement l'entreprise, les acteurs de l'entreprise et les organisations évoluent. Et je voulais rajouter, oui, en France, parce qu'il faut savoir que ici, on est dans une région frontalière. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que, par exemple, dans le bâtiment, il y a énormément de difficultés avec nos amis espagnols et portugais. Pourquoi? Comment voulez-vous que ça fonctionne? D'un côté, vous en avez qui ont des charges, on va dire, mettons 30%, de l'autre, vous avez 50%. Comment on fait? Avant de faire l'Europe et l'euro, il fallait faire l'Europe sociale et l'Europe fiscale. Mais ça, on ne l'a pas fait. Ça, on ne l'a pas fait. Ensuite, je voulais juste rajouter une chose. Excusez-moi, M. Bollet. Juste, le MEDEF Pays Basque, dans le domaine des risques professionnels, organise des formations en association avec la CARSAT Aquitaine. Donc, on est tout à fait conscient de tous ces problèmes et on est là pour, je dirais, servir les intérêts des uns et des autres. Je peux répondre à M. Lafontaine sur un point. Je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à la concurrence espagnole et portugaise. Simplement pour vous dire que autant c'est vrai qu'il y a une concurrence réelle des entreprises espagnoles, autant il n'y a pas de concurrence des entreprises portugaises vis-à-vis des grands donneurs d'ordre du bâtiment, puisque les entreprises portugaises sont sous-traitantes. Je n'irai pas plus loin. Et je dirais même, en tant que syndicat CFDT, on avait justement une affaire au niveau du tribunal, justement pour dénoncer le travail fait par les Espagnols qui venaient avec les fameux contrats autonomos, qu'on a d'ailleurs gagnés. Et on était partie civile par rapport à l'action que vous aussi vous aviez menée à l'époque sur ce dossier-là. Alors maintenant, c'est à moi de vous poser. Ah, pardon. C'est pour ça que je me suis mis là. Alors, Monsieur Larin, donc vous avez pu entendre les différents points de vue. Donc, les représentants syndicaux ont des rôles importants à jouer dans ce fameux dialogue. Alors, est-ce que vous vous sentez capable de participer activement à ce dialogue social dans la prévention des risques psychosociaux? Tout à fait. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit, sur, par exemple, les gens qui aujourd'hui souffrent, souffrent au niveau du travail. Malheureusement, pratiquement quotidiennement, nous, on reçoit des gens au niveau de la CFDT Pays Basque où ils sont harcelés, parce qu'avec les périodes de crise actuelles, ces gens-là, aujourd'hui, on leur dit, écoute, voilà, il y a la rupture conventionnelle, on était pour, nous, CFDT, hein. Aujourd'hui, il y a la rupture conventionnelle, donc on te demande de signer la rupture conventionnelle. Et on demande fortement à ce que tu signes la rupture conventionnelle. Et donc, ce qui fait que le salarié, il ne veut pas signer. Et donc, c'est du harcèlement au quotidien. Et ça, malheureusement, il y en a. Voilà. Donc, d'un côté, la rupture conventionnelle a été faite justement pour faire en sorte que voilà, le salarié avec l'employeur, ça ne va plus. Donc, d'un commun accord, on se sépare. OK, ça a évité pas mal de dépression, pas mal de choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des mauvais côtés à ce niveau-là. Et malheureusement, on voit des gens qui subissent cette pression et qui, nous, en plus, on reçoit ces gens-là. Alors tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'on reçoit tous les malheurs de la Terre. Oui, c'est vrai, on reçoit les malheurs de la Terre parce que moi, je vois des gens, quand ils arrivent vers moi, ils sont complètement dépourvus du tout, au bord de la dépression. Et moi, je ne suis pas formé pour recevoir ces gens-là. Je suis là pour les aider éventuellement, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a de la misère. Alors on dit, ouais, le chômage, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Déjà, franchement, bon, je ne vais pas échelonner ça. Par contre, là où je veux aussi rebondir, c'est quand on dit les charges
patronales, elles augmentent. Vous avez dit ça, monsieur Fontaine. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que on ne parle pas non plus des cadeaux fiscaux qui ont été faits par rapport aux heures supplémentaires. Les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux employeurs. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je termine, monsieur. Si ça se retraçait derrière, si on voyait en termes d'emploi, qu'il y ait plus d'emplois, plus d'activités, moi, ça ne me dérangerait pas. Par contre, la baisse de la TVA dans la restauration, qu'est-ce que ça a donné en termes d'emploi? Rien du tout. Les heures supplémentaires, rien non plus. Par contre, toutes les aides qui sont versées aujourd'hui au niveau du patronat, jusqu'à 1,6 du SMIC, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Mais ça fait qu'aujourd'hui, un salarié qui rentre au SMIC dans une entreprise, jusqu'à la fin de sa carrière, il sera au SMIC. Parce que sinon, l'employeur, il ne bénéficie plus de réduction de charges jusqu'à 1,6 du SMIC. Alors, je trouve très intéressant ce qui se passe. Nous sommes en plein dialogue social. Je termine. Je comprends bien. Il a déjà donc commencé. Mais On va arbitrer. Oui, mais bon. Non, mais c'était juste pour répondre. Ces charges qui sont sur les bas salaires sont d'origine les 35 heures. Et en fait, on se paye Dans le nous-mêmes package. aux 35 heures. À l'origine, c'est comme ça qu'on a financé les 35 heures. Donc on a financé nous-mêmes, enfin c'est une espèce d'escroquerie, hein, il faut dire les choses, hein. C'est-à-dire qu'on a fait les 35 heures en se les finançant sur la feuille d'impôt. Personne n'a voulu le dire, mais c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on se finance nous-mêmes les 35 heures depuis 20 ans. D'accord. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire quand je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un frein. Ah oui. D'accord. Mais à l'origine, C'est simplement ça que je voulais dénoncer. C'est tout, je ne voulais pas au-delà. alors attendez, parce que Juste. C'est normal, je suis tout seul. non, pas du tout. Vous n'êtes pas seul. En ce qui concerne les heures supplémentaires, donc si j'ai bien compris ce que le nouveau gouvernement va faire, c'est-à-dire non pas de les supprimer, mais de taxer les entreprises et les salariés, puisque les salariés avaient un avantage. Cet avantage, ils vont le perdre. Moi, j'aimerais savoir, monsieur Larinde, comment vous allez leur expliquer si vous avez davantage un nombre de salariés qui ont bénéficié pendant un certain temps de ces avantages de ces heures supplémentaires, comment vous allez leur... Alors, si, après on va arrêter, on va passer à Au la dialogue du jour. social Mais et à la tout promotion simplement, des monsieur droits Fontaine. Ça va être simplement de la perte du pouvoir d'achat. Oui. Voilà, ça sera de la perte du pouvoir d'achat. Est-ce que ça augmentera les risques psychosociaux? Évidemment. Oui. Voilà, c'est ça. en Tout fait. simplement, pour répondre Et juste c'est à l'État, ça. encore une fois, qui sera responsable. L'État, si j'ai bien compris. L'État. Ouais, mais l'État, il ne fait pas tout. Alors, et tout simplement pour répondre à ça, je vais vous dire, moi je connais des cas où les heures supplémentaires, donc ils ne payaient pas d'impôt dessus, mais malheureusement, quand ils faisaient leur demande au niveau des allocations de la CAF, pour l'APL ou comme ça, et vu qu'ils avaient fait, parce qu'on reconstitue le salaire quand même quand on fait des demandes dans le CAF, à la CAF, et donc ça fait qu'ils perdaient leur APL. Résultat des courses, en termes de pouvoir d'achat, ils étaient en baisse. Avec les heures défiscalisées. Mais je vais vous donner je peux vous amener, quand vous voulez, je peux vous amener des exemples. Bon. Donc on parlait Alors, du dialogue concrètement, social. Comment vous voyez-vous Alors, donc- intervenir dans le dialogue social en tant Alors. qu'organisation syndicale et en vue de prévenir les risques psychosociaux? Et peut-être y compris de l'employeur, hein, si j'ai bien compris. D'autant plus qu'il y a eu une expérience qui a un peu avorté à l'Aquitaine. Non, elle n'a pas avorté. Elle est en train de démarrer. Et Il donc, n'est pas bien. La grossesse a repris. donc, et justement, je voudrais répondre justement encore une fois, monsieur Fontaine, désolé, mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit qu'il y avait une loi qui avait été en préparation, mais elle a vu le jour, la loi. Puisque c'est l'accord de 2001, du 2 décembre 2001, sur les CPRIA, et donc sur le dialogue social. Et les CPRIA, c'est quoi? C'est la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat. Et donc c'est vrai que vous avez été avec la CGPME en procès pendant très longtemps par rapport à l'UPA, justement par rapport à cet accord-là. Et donc l'accord, il a fallu 7 ans de bataille pour que éventuellement l'accord puisse fonctionner. Et là, donc, on se retrouve depuis 2010 où c'est l'État qui a dit oui, l'accord, puisque vous avez été jusqu'en cour de cassation, donc en cour de cassation. Donc aujourd'hui, ça fonctionne de plein droit. Et il y a une CPRIA, donc pour vous répondre, qui a vu le jour en 2010. Et c'est quoi la CPRIA? Donc c'est l'UPA avec la CAPEB, qui a donc monté cette commission dans l'artisanat, justement par rapport au dialogue social. Et il est financé par un prélèvement, et c'est là où il y a eu des discordes au niveau des organisations syndicales patronales.
à hauteur de 0,08 de la masse salariale au niveau de l'artisanat. Donc la CPRIA, pourquoi? La CPRIA, c'est déjà pour créer du dialogue, pour financer ce dialogue social, mais aussi pour essayer d'amener des droits, d'autres droits au niveau des travailleurs des TPE, des très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 11. Donc aujourd'hui, on a commencé à travailler. Il se trouve qu'on a financé une plaquette interprofessionnellement et puis avec les organisations syndicales. Il faut savoir que dans l'accord, il y a eu les 5 organisations syndicales qui ont signé, donc des salariés, avec l'UPA. Et donc aujourd'hui, ça commence à démarrer. La première chose qu'on a fait, c'est donc sur les métiers en tension, c'est de faire une plaquette, de créer une plaquette sur les métiers en tension dans l'artisanat, donc qui a vu le jour, et en espérant qu'en second temps, justement par la mutualisation, j'en ai déjà parlé un petit peu ce matin, par la mutualisation, on arrive justement à faire que les salariés des très petites entreprises puissent avoir des droits communs, entre guillemets, pas comme celle des grandes, mais pourquoi ne pas parler de mutualisation en termes de chèque déjeuner, chèque voyage, transport. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui transportent leurs salariés. Les cars, on les voit, c'est des cars de 60 places, on voit 10, 12 personnes à l'intérieur. Pourquoi ne pas réfléchir sur le fait de se dire, tiens, sur un bassin d'emploi, pourquoi pas dire, ces cars, ça sert à quoi qu'ils circulent avec 10 personnes, alors que si on l'étend au niveau du bassin, peut-être qu'on pourrait transporter beaucoup plus de monde. Donc c'est toute une réflexion qu'on a à ce niveau-là, et j'en termine, parce que je suis un peu long. Au niveau du Pays Basque, il y a aussi des chantiers qui sont ouverts. Donc il y a un chantier qui est ouvert au niveau du Conseil de développement sur le dialogue social. Et donc on espère bien que à ce niveau-là, il y a le MEDEF qui siège, la CGPME aussi, l'UPA, on ne les a pas trouvés pour l'instant. Donc en espérant, moi, tout ce que je cherche, c'est faire en sorte que demain, on puisse se mettre autour de la table, qu'on puisse discuter, déjà se connaître, discuter et avancer sur des points mais vraiment concrets, qui ne coûteraient pas beaucoup d'argent, mais il suffit simplement d'avoir la volonté d'y arriver. Et quelqu'un a dit, qui est le plus heureux de travailler dans une boîte et qui fonctionne, si ce n'est le salarié. Aujourd'hui, on a besoin des employeurs, nous, salariés, et les employeurs ont besoin aussi des salariés. Donc il faut essayer d'harmoniser le tout et qu'on avance ensemble. Voilà. Merci. Je voulais reposer une question concernant le développement de l'appui au dialogue social, qui, me semble-t-il, s'appuie aussi sur l'ARACT pour présenter ses projets. Je crois que vous y siégez en Aquitaine. Alors du coup, je m'interroge, est-ce que vous savez ce qui fait que chez nous en Aquitaine, finalement, l'appui au dialogue social, donc ce dispositif qui est quand même intéressant pour les entreprises et les salariés, ne s'est pas développé plus que cela. Alors, au niveau de l'ARAC, je ne sais pas, je ne siège pas pour la CDT. Non. Par contre, il y aurait aussi une question, on peut se poser une question aujourd'hui, pourquoi la CPRIA est au niveau régional et pourquoi ne pas éventuellement faire ça au niveau des départements, au niveau du Pays Basque, sous une forme ou une autre. En sachant très bien qu'il y a la possibilité aussi, il existe aussi des aides au niveau de certains CE, mais on rentrera, j'espère qu'une autre fois on pourra développer un petit peu ça, faire en sorte que des salariés des TPE, des très petites entreprises, puissent justement bénéficier de ces avantages-là. Donc vous partagez la vision auprès de toutes les personnes qui sont déjà intervenues, à savoir qu'il est très important de travailler dans la complexité, tous ensemble, dans un réseau, dans un partage d'informations, de circulation. Pardon ? Dans le territoire. Dans le territoire, sur le plan plutôt local, comme on dit local, d'une façon qui soit plus performante. De toute façon, plus les centres de décision sont éloignés, plus c'est difficile. Donc moi, je suis pour la proximité, c'est sûr.